dédié aux énergies citoyennes. Donc ce café s'inscrit dans le cadre du programme d'animation du réseau des POT, Pionniers ordinaires de la transition écologique, qui est un réseau qui est animé par la région Energy Cities en partenariat avec l'ADEME et l'Agence régionale de biodiversité. Donc, c'est un réseau de personnes engagées dans des projets de transition écologique avec comme finalité de donner de l'élan à la transition écologique en région. Donc aujourd'hui, on a choisi de vous proposer un café pote dédié au projet citoyen d'énergie renouvelable ou comment les citoyens peuvent se mobiliser et s'impliquer localement dans les projets de d'ENR. Donc, on a le plaisir d'accueillir Chloé Quinonero, qui est une animatrice d'énergie partagée, animatrice régionale du réseau BFC, et Célia Bessot, qui est chef de projet de la fruitière à énergie. Donc, je vais vous passer tout de suite la parole, à la fois donc, pour décrypter ce qu'on met derrière ce concept d'énergie citoyenne. Donc ça, ce sera plutôt la partie de Chloé qui va nous partager des clés de compréhension de ce sujet. Et Célia, donc, qui partagera son retour d'expérience de la fruitière énergie qui est implantée dans le Doubs, qui fait partie de cet écosystème des acteurs des énergies citoyennes et qui partagera plus précisément un retour d'expérience sur un projet également. Donc, Chloé, je te donne la parole. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans la conversation. L'idée, c'est que les présentations durent à peu près une demi-heure et puis qu'on consacre un temps aux échanges où vous aurez aussi la liberté de prendre la parole plus librement que via l'onglet Conversation. Et peut-être on va vous inviter à couper les micros le temps de la présentation pour pas qu'il y ait de bruit qui interfère. Voilà. Ok, Chloé. j'y vais. Merci pour la parole. Bonjour tout le monde. Donc, comme l'a dit Bertie, moi c'est Chloé Quinonero. J'anime le réseau Énergie Partagée en Bourgogne-Franche-Comté. Énergie Partagée, juste pour vous dire un petit mot, c'est un mouvement qui fédère, accompagne et finance les projets citoyens en France. Et moi, je m'occupe de la partie régionale Bourgogne-Franche-Comté. Et donc, je vais vous donner quelques éléments de définition. Pour certains et certaines, vous avez très certainement déjà pas mal d'éléments. Pour voir un petit peu ce que vous en pensez de votre côté, je vous propose qu'on se donne jusqu'à 13h10 maximum pour que vous puissiez écrire dans la discussion de 2 à 5 caractéristiques qui vous paraissent essentielles pour définir un projet d'énergie renouvelable citoyen. On pourrait dire projet d'énergie renouvelable local et citoyen. Donc des expressions, des mots. Je vous invite à écrire ce que ça vous évoque dans la discussion et ensuite je vous donnerai des éléments de définition et on verra un peu si ça se recoupe. Donc on a citoyens qui participent à la gouvernance du projet, appropriation. Concertation et capital ouvert aux habitants, projet local, gouvernance partagée, retombées locales, y compris économique, acceptation. J'en prends encore un. Participation des citoyens au financement et à la gouvernance. Ok, c'est très bien. Franchement, vous avez beaucoup d'éléments très importants des projets citoyens. Donc, je vais commencer par vous donner un peu d'éléments de définition et aussi commencer à vous expliquer comment on peut s'impliquer en tant que citoyen ou en tant que collectivité territoriale dans ce type de projet. Ce sera ensuite illustré par l'intervention de Célia qui vous donnera des éléments un petit peu plus concrets. Et j'ai aussi mis un petit point sur la différence entre le financement participatif et l'investissement citoyen,
qui est un aspect assez important de ces projets-là. Et vous êtes plusieurs à avoir parlé de financement, donc on fera un petit point là-dessus. Juste avant de commencer, un petit rappel sur la transition énergétique qui tient sur 3 pieds. Donc des citoyens moteurs qui vont porter des initiatives, des collectivités territoriales impliquées qui vont faciliter l'émergence de ces projets, des acteurs économiques compétents et engagés. Donc ça, c'est les 3 piliers, les 3 pieds du tabouret. Et ensuite, dans les vices, on retrouve les institutions qui sont à l'écoute des évolutions et qui vont accompagner ce mouvement. Donc, quand on parle d'énergie citoyenne, on parle d'une construction, d'une installation de production d'énergie renouvelable qui est portée et financée par l'investissement des citoyens et des collectivités ou de leur SEM, qui est exploitée par une société de projet citoyenne. Cette société de projet, elle vend ensuite l'énergie et en tire des revenus. Et on trouve autour de ce projet une communauté locale qui est animée par ces acteurs. Donc l'idée, comme certains l'ont dit dans la discussion, c'est de se rassembler pour produire notre propre énergie. Donc là, c'est un petit schéma qui fonctionne pour la production d'électricité, où on voit que les citoyens ils peuvent participer dans une coopérative d'énergie. Cette coopérative va porter un investissement collectif dans un projet citoyen, qui va ensuite vendre son électricité. Donc ça va générer des revenus pour la coopérative d'énergie sur le territoire, et ça va permettre d'alimenter en électricité le réseau ou une opération d'autoconsommation collective. Et donc l'idée, c'est de permettre aux citoyens de s'impliquer et de se réapproprier l'énergie sur leur territoire. Ça, c'est un autre schéma qui montre comment ça peut marcher dans le cadre de plus gros projets où on peut trouver des collectivités, des habitants, des coopératives, par exemple, qui vont participer dans une société de projet qui aurait été créée pour un projet précis. Et donc, l'idée, c'est qu'en participant à l'investissement, ils participent également à la gouvernance. Et donc, ça leur permet à la fois de maîtriser et de financer cette unité de production d'énergie renouvelable. Et ensuite, c'est le même mécanisme que tout à l'heure. Ça va produire des revenus et des retombées économiques sur le territoire et pour les actionnaires, collectivités, habitants, acteurs locaux. Donc, pour reconnaître une démarche de production d'énergie renouvelable qui est particulièrement bénéfique sur le territoire, la charte du mouvement énergie partagée, elle vient définir des valeurs et des critères que notre label traduit concrètement sur le terrain. Donc ça a été réalisé après un travail collectif et l'idée c'est de pouvoir soutenir le développement d'initiatives locales de production d'énergie avec et pour les citoyens. Donc l'outil d'évaluation, il s'appelle la boussole. C'est ce que vous voyez là. C'est organisé autour de 5 axes et ces axes, après, ils sont déclinés en différents critères. Et donc ces axes sont l'intérêt territorial, la gouvernance partagée, la finance éthique et citoyenne, la dynamique locale et l'écologie. On a également des chartes pour certaines filières, photovoltaïque au sol, hydroélectricité, méthanisation et bientôt bois énergie. Et l'idée, c'est que cette méthodologie-là, elle est publique. L'idée, c'est que les projets, ils peuvent s'auto-évaluer et qu'on leur fournit en fait un cadre pour pouvoir orienter la prise de décision et ces projets-là d'énergie renouvelable ou les politiques énergétiques également des territoires. Donc, c'est un processus de labellisation qui ensuite se fait avec les réseaux régionaux et qui permet aussi de bénéficier d'une forme de suivi. Donc aujourd'hui, on a à peu près 400 projets citoyens en France et on a un petit peu moins de 20 dans la région Bourgogne-Franche-Comté, mais quand même à peu près 40 installations. Ces projets, ils peuvent prendre différentes configurations à leur début. Certains vont être initiés directement par les citoyens. Donc peut-être je me fais juste une petite coupure. La boussole, effectivement, c'est très lié au label Pierrick. C'est l'outil d'évaluation pour obtenir le label, en fait. Donc on a plein de termes différents, mais c'est effectivement le même processus. Donc sur les configurations de projets, comme je le disais, ça peut être un projet qui est initié par des citoyens qui vont solliciter éventuellement des collectivités, des partenaires, des développeurs privés. On va avoir d'autres projets qui sont initiés par les collectivités qui vont aller chercher un développeur privé ou pas forcément et qui vont ouvrir le projet aux citoyens. Et on a aussi certaines opportunités de projets qui viennent sur un territoire par des opérateurs privés
qui s'adressent aux collectivités et qui vont ouvrir le capital de la gouvernance du projet aux collectivités et aux citoyens. Et enfin, on a également des cas où on a une centrale déjà en fonctionnement qui va être rachetée par la collectivité ou les citoyens. Certains développeurs, en fait, vont décider de vendre leur projet et le projet pourra quand même apporter des revenus sur le territoire. Donc ces projets-là, ils apportent beaucoup de co-bénéfices pour les territoires. On a fait plusieurs études à énergie partagée pour essayer de montrer cela. Donc parmi les retombées des projets citoyens, on observe des retombées économiques locales. Ça a été dit également tout à l'heure dans la discussion. En fait, comme on a des actionnaires locaux dans les projets et qu'on essaye de faire participer dans la mesure du possible les entreprises locales, on estime que ça va apporter 2,5 fois plus de retombées économiques locales que les projets privés. Ça, c'est une étude qui a été réalisée par Énergie Partagée avec l'ADEME en 2019 qui a montré ce résultat. On a aussi une meilleure appropriation des habitants, c'est aussi un terme qui est ressorti. Donc la co-construction, elle permet d'adapter le projet et il est mieux accepté par le territoire. On a aussi un peu parlé d'acceptation. Ensuite, il y a un aspect sur la cohérence écologique où c'est souvent des porteurs de projets qui sont très sensibles à l'écologie, à la cohérence écologique de leur projet, donc sur le choix du matériel, sur les études qui vont être faites, le suivi aussi environnemental des projets, notamment des gros projets. Il y a un aspect également innovation sociale et démocratique. Donc, ce sont des projets qui permettent de créer du lien social, d'expérimenter des nouvelles pratiques de coopération, notamment entre les citoyens et les collectivités territoriales. Et enfin, un point assez important, c'est le volet animation locale, rayonnement de la ville. L'idée, c'est pas uniquement de faire une installation de production d'énergie renouvelable, mais aussi d'avoir des animations locales autour du projet, par exemple les journées de l'ESS, les journées du patrimoine, et que ce soit un projet qui puisse inspirer les territoires voisins. Donc, je vous ai mis, comme on avait beaucoup de collectivités aujourd'hui, une petite slide sur le rôle que peuvent jouer les collectivités dans ce type de projet. Donc, les collectivités, depuis quelques années maintenant, elles peuvent être investisseurs dans ces projets-là, donc prendre des parts dans une société de projet ou dans une coopérative et donc participer activement à la gouvernance, aux décisions. Et ça peut aller jusqu'à la maîtrise du projet. Et elles peuvent aussi venir en tant que facilitateur ou en tant que soutien. Donc sur la facilitation, ça va être le fait de soutenir de façon opérationnelle par des subventions, par un appui technique, par une mise à disposition. Ça peut être allouer des moyens humains et financiers ou techniques à un projet, proposer des sites qui appartiennent à la collectivité. Ça peut aussi être élaborer une charte pour orienter les projets d'énergie renouvelable qu'on veut sur le territoire. Et enfin, le soutien, c'est l'idée de créer un cadre qui soit propice à l'émergence des projets et d'assurer l'animation du territoire, par exemple en faisant des études sur le potentiel énergétique du territoire, en étant à l'écoute du tissu associatif ou en prenant l'initiative d'organiser ou de soutenir l'organisation de réunions publiques. Voilà, donc je vous ai mis à chaque fois un petit peu quelques ressources si jamais vous souhaitez entrer un peu plus dans le détail. Et donc, avant de passer la parole à Célia, je voulais juste faire un petit point sur la différence entre le financement participatif et l'investissement citoyen. C'est un point assez important des projets. Et donc là, on va se placer dans le cas d'un projet d'énergie renouvelable plutôt d'envergure avec plusieurs partenaires qui peuvent être une collectivité, une coopérative citoyenne, une SEM, même un développeur privé. Et donc là, on va parler de projets où on a un investissement qui est supérieur à 1 million d'euros. Par exemple, un parc éolien, un méthaniseur collectif, une installation solaire au sol de plusieurs hectares. Et donc, ces projets-là, ils vont nécessiter la mise en place d'une société de projet. C'est quelque chose que j'ai évoqué rapidement tout à l'heure. Et l'idée ici, c'est surtout de vous montrer la différence entre financement participatif et investissement citoyen. Donc, dans le premier cas, après la phase de développement, la société, elle peut contracter un emprunt auprès de la banque qui va être à peu près 80% du budget total, ça va dépendre. Et elle peut compléter cet emprunt auprès d'une plateforme de financement participatif. Donc le financement participatif ou le crowdfunding, qui se fait très souvent sur des plateformes sur Internet, c'est une alternative au prêt bancaire. Ça vient compléter le prêt bancaire et ça permet de collecter des fonds voilà, sur Internet, sur une plateforme. Et donc, dans les projets d'ENR, ça prend la forme de prêt avec intérêt. Donc ensuite, les personnes vont toucher des intérêts.
Et l'idée, c'est que dans un projet citoyen, les collectivités et les citoyens ou un acteur qui intermédie ces citoyens ont des parts dans les fonds propres ou dans les quasi-fonds propres de la société de projet. Et ça, c'est un aspect qui est essentiel en fait pour participer ensuite à la gouvernance de la société de projet et donc à toutes les décisions qui vont être prises. Et je viendrai peut-être un peu dans le détail après sur les seuils que nous avons fixés. Mais on a déjà un petit peu dépassé comme on a commencé un peu en retard. Donc sur l'investissement citoyen, il peut être soit fait de manière directe, soit intermédiaire. Donc la participation directe, ça va être tout simplement le fait que les habitants ou les collectivités prennent directement des parts dans le projet. Donc ça va être plus risqué, mais ça va leur permettre de participer de manière individuelle à la gouvernance. Et sinon, on peut aller vers une participation qui est intermédiaire par un outil d'investissement comme Énergie Partagée Investissement ou un autre outil financier local, un club d'investisseurs, une énercoop locale. La fruitière à énergie pourrait aussi avoir ce rôle, par exemple. Donc, je l'avais rajouté. Et donc là, ça permet d'avoir moins de risques, mais pas de participation directe à la gouvernance parce que c'est cet acteur-là qui va nous représenter. Et il faut savoir que ces deux solutions-là, elles sont cumulables. Et l'idée, c'est de permettre de réorienter localement l'épargne au bénéfice de la transition énergétique. C'est pour ça que quand je vous parlais du label au début, on parlait de finance éthique. Et juste un dernier petit mot. Donc, on a fixé dans notre label un seuil à long terme que les acteurs locaux et citoyens ou leurs intermédiaires pèsent au minimum 40% de l'actionnariat de la future société de projet en fonds propres et quasi-fonds propres. L'idée, c'est vraiment de permettre aux acteurs locaux d'avoir une minorité de blocage en fait dans la société de projet et donc de participer à toutes les décisions importantes qui vont être prises. Et là, vous avez un petit schéma récapitulatif de ces projets-là d'énergie renouvelable qui montre un peu comment évolue du moins au plus en termes de retombées territoriales et de gouvernance locale et partagée selon le type de projet. Donc si on est sur un projet 100% privé, les fonds vont partir plutôt à l'étranger, a priori. Donc on aura peu de retombées territoriales et une gouvernance locale et partagée assez faible. Un projet participatif, il y aura un peu plus de retombées territoriales parce que les personnes qui ont participé toucheront des intérêts. Et ensuite, un projet public ou un projet citoyen, on aura à la fois plus de retombées territoriales et plus de gouvernance locale et partagée. Voilà, je vous remercie. Je passe la parole à Célia et il y aura un peu des infos complémentaires dans ma présentation si jamais ça vous intéresse et que vous voulez creuser. Et n'hésitez pas à poser vos questions dans la conversation aussi, je vais vous lire et on répondra après. Alors, bonjour à tous. Donc, je suis Célia Bessot, je suis chef de projet à la Fruitière à Énergie. Donc, bah voilà, je vais vous présenter rapidement l'outil de la Fruitière à Énergie et puis comment, à travers cet outil, les citoyens peuvent s'impliquer localement dans les projets d'énergie renouvelable. Et puis ensuite, faire un zoom sur un exemple. Alors, tout d'abord, la naissance de la Fruitière à Énergie. Donc, la Fruitière à Énergie, c'est un collectif d'habitants qui s'est fédéré à l'origine sur un projet éolien qui avait cours sur la côte de Moigny à Quingey. Donc, et les habitants souhaitaient participer à ce projet éolien, c'est-à-dire qu'une des éoliennes appartienne aux habitants. Finalement, ce projet ne s'est pas fait et donc les habitants sont restés fédérés. Ils ont souhaité continuer à animer le territoire et à sensibiliser le territoire à travers de réunions publiques. Donc, ils ont fait pas mal de réunions publiques sur la communauté de communes. Et puis, au bout de quelques années, deux personnes issues de ce collectif se sont dit que si ils arrivaient à mobiliser 10 personnes et 10 000 euros de capital, ils créaient leur propre outil de production d'énergie renouvelable locale. Voilà, donc ils ont fait des réunions publiques de mobilisation, donc qu'on appelait les Tupperwatts. Et ils ont réussi à mobiliser 53 associés fondateurs et 36 500 euros de capital. Voilà, donc beaucoup plus que ce qui était attendu. Ils se sont dit aussi à ce moment-là qu'ils avaient une grande responsabilité et qu'il y avait vraiment de fortes attentes sur le territoire. Euh,
une des forces de la fruitière à énergie, c'est la diversité des profils et des compétences qui sont parmi ses fondateurs, parmi son comité de gestion et parmi ses associés. C'est-à-dire qu'on a autant des personnes qui sont militantes que des personnes qui sont... on avait dans notre comité de gestion l'ancien DAF d'Alstom, on a un ingénieur de chez Parkeon, on a l'ancien notaire de Quinger, et en fait c'est toute cette diversité de profils et de compétences qui, selon nous, fait notre force, fait qu'on a des compétences pour avancer, mais fait aussi que on est représentatif du fait de se dire c'est ensemble qu'on arrivera à avancer et à faire les choses. La fruitière à énergie, donc elle voulait, son but c'était donc la production d'énergie renouvelable. Elle souhaitait réaliser des projets pour les habitants et par les habitants, c'est-à-dire le fait de les faire nous-mêmes sur notre propre territoire. Ça permet de faire les choses, on va dire, de façon juste et propre au niveau environnemental, au niveau paysager et au niveau, par exemple, de l'emploi local. Une des grandes volontés également, c'était la sécurisation du projet de la fruitière et des projets sur le territoire, d'où la volonté quasi immédiate de créer de l'emploi, qu'il y ait des salariés au sein de la fruitière à énergie. Voilà, donc aujourd'hui, la fruitière à énergie, c'est 337 associés, dont 27 collectivités, il y a une trentaine d'enfants et 15 entreprises, et on est à 330 000 euros de capital. Donc aujourd'hui, en plus de la production citoyenne d'énergie renouvelable, on fait de la production citoyenne d'énergie renouvelable. On a 14 centrales qui sont en service sur le territoire. On fait aussi à côté, pour la sécurisation des projets sur le territoire, des prestations d'études et d'accompagnement de projets. En fait, on a décidé de proposer sous forme de prestations l'ensemble de l'ingénierie qu'on a développée pour réaliser nos propres projets. Donc des études technico-économiques et puis un accompagnement de projet, donc autorisation d'urbanisme. Déjà, on arrive avec un de nos installateurs partenaires parce que dans le cadre de nos installations en financement propre, on a lié des partenariats avec des installateurs, artisans locaux et indépendants, avec lesquels on a signé une charte de partenariat. Où on leur impose un certain nombre de choses, dont notamment la provenance du matériel à minima européen, de l'emploi local, etc. Et donc, quand on ouvre un accompagnement sur un projet, on arrive sur le projet avec notre installateur partenaire, on accompagne à l'autorisation d'urbanisme, à la demande de raccordement, jusqu'à la mise en service, le contrat d'achat et la première facturation. Et on propose aussi de l'animation, donc c'est de l'animation sous deux formes. On propose déjà ce qu'on appelle de l'information et sensibilisation sous forme de réunions publiques. Donc, on va, par l'intermédiaire de ces réunions publiques, outiller les habitants sur les connaissances dont ils ont besoin dans le photovoltaïque pour savoir si leur propre projet, s'ils peuvent se lancer eux-mêmes dans un projet photovoltaïque, s'ils sont démarchés par des entreprises, qu'ils aient des clés de compréhension en main pour pouvoir comprendre ce qu'on leur dit. Et puis, à côté de la sensibilisation, on fait des réunions de mobilisation citoyenne sur des projets de transition, par exemple sur des projets de réemploi ou d'autoconsommation collective. C'est-à-dire qu'en fait, on essaye de reproduire ce que les fondateurs ont fait pour la fruitière, c'est-à-dire aller chercher le territoire, aller chercher les habitants, pour qu'ils s'impliquent dans des projets de transition écologique et sociétale. Donc voilà, on a fait ça sur 3 projets de réemploi et un projet d'autoconsommation collective. Donc maintenant, pour passer dans les différentes phases de comment les citoyens peuvent se mobiliser et s'impliquer localement dans les projets d'énergie renouvelable. Donc, selon nous, dans le déroulé qu'on fait habituellement sur ce genre de questions, ce qu'on explique aux gens, c'est que il y a différentes cas de figure selon les moyens que vous avez en main. Donc, si vous êtes propriétaire et que vous avez les moyens d'investir, vous pouvez faire un projet photovoltaïque dans lequel vous allez investir vous-même sur le bâtiment qui vous appartient.
Donc là-dessus, la fruitière à énergie, elle peut vous accompagner. Nous, on a déjà accompagné une centaine de projets à ce jour. On a déjà accompagné aussi des groupements d'achat dans des communes. Et puis, on peut vous orienter pour des kits auprès de Solarcop, par exemple. Vous pouvez aussi, si vous avez peu de moyens, mettre en place un kit avec Solarcop. Ensuite, la deuxième question, c'est vous n'êtes pas propriétaire. Enfin, non, excusez-moi, vous êtes propriétaire, mais vous n'avez pas d'argent pour investir sur votre propre toiture. À ce moment-là, vous pouvez faire une mise à disposition de toiture, louer votre toiture à un tiers investisseur. Donc, la Fruitière à énergie, qui est un collectif citoyen, elle est tiers investisseur sur des toitures pour pouvoir installer ces centrales de production photovoltaïque. Donc nous, à partir de 170 mètres carrés, ça peut nous intéresser. Voilà, il faut que le bâtiment ait une structure qui permette de porter les panneaux. Il faut bien sûr qu'il soit bien orienté, qu'il n'y ait pas trop d'ombrage. Donc il y a une étude qui est portée par la fruitière. Mais à partir de 170 mètres carrés, nous, ça nous intéresse. Vous allez trouver potentiellement aussi, bien sûr, d'autres structures qui peuvent être intéressés par un tiers investissement. Voilà, donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'à l'heure actuelle, la fruitière à énergie, elle a 14 centrales en fonctionnement, ça représente à peu près 1300 kW crête installés, c'est à peu près l'équivalent de ce qu'on a accompagné. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que la prise d'une part à la fruitière à énergie nous permet d'installer 4 kW crête. Parce qu'on est, nous, à peu près sur une proportion, quand on investit de 10% de capitaux propres et de 90% de prêts bancaires. Voilà. Ensuite, la question d'après, c'est vous n'êtes pas propriétaire, vous avez un peu d'argent et vous avez envie d'agir, vous pouvez rentrer à la gouvernance d'une entreprise citoyenne de territoire comme la Fruitière à énergie. Donc là, je vais un petit peu contredire ce qu'a dit Chloé avant, en tout cas juste à propos de la Fruitière à énergie. Pour les fondateurs de la Fruitière à énergie, c'est un outil qui permet aux habitants d'entrer à la gouvernance de l'entreprise. L'entreprise, elle est constituée de 5 collèges. Il y a le collège des fondateurs, le collège des habitants, le collège des collectivités, le collège des entreprises et le collège des salariés, qui sont chacun pondérés. Donc les habitants, c'est 30%, les fondateurs, c'est 20%. À eux seuls, ils représentent 50% de l'entreprise. Ensuite, on a 20% et 20% pour les collectivités et les entreprises, et il reste 10% chez les salariés. Et cette pondération représente la représentativité des voix quand il y a un vote en Assemblée générale, et ça correspond aussi à la représentativité dans le comité de gestion. Voilà, c'est-à-dire on a trois habitants au comité de gestion, 2 fondateurs, 2 personnes issues de collectivités, 2 personnes issues de l'entreprise et une personne issue des salariés, sachant que le comité de gestion est bénévole et la présidence est bénévole. Voilà. Donc, vous n'êtes pas propriétaire, vous avez un petit peu d'argent, vous avez envie d'agir pour la transition énergétique, donc vous pouvez faire du financement participatif, comme vous l'a expliqué tout à l'heure Chloé, ou en financement participatif, c'est uniquement l'argent qui travaille, mais vous pouvez aussi, pour avoir un niveau supérieur d'action et de maîtrise de ce que vous faites, rentrer à la gouvernance d'une entreprise citoyenne comme celle de la Fruitière à énergie. Donc, je vous ai mis une photo d'Assemblée générale, puis je vous ai mis aussi une photo d'un des pique-niques de la Fruitière, parce que ce qui nous semble important à la Fruitière, c'est les moments, de faire des moments conviviaux et puis de créer aussi du lien social. Et c'est ce qu'on essaye de faire tant lors de nos rencontres de travail comme l'Assemblée générale que lors de rencontres d'autres types comme celle du pique-nique de la Fruitière à énergie. Voilà. Donc maintenant, je vais vous présenter deux exemples en financement citoyen, donc en projet porté par la Fruitière à énergie. Donc on a la photo du haut, c'est le collège de Bétoncourt, donc c'est 350 kW crête avec une mise à disposition par le département. Et la photo du bas, c'est l'école de Cheilly qui est à côté de Quingé.
C'est une mise à disposition par le syndicat scolaire, le CIVOS du Val, donc pour 25 kW crête. Donc, le projet sur l'école de Chéilly, le plus petit projet de 25 kW crête, c'est un des premiers projets de la fruitière à énergie euh, qui a mis assez de temps à aboutir. C'était une construction de bâtiment, donc nous, on a été impliqués dans la conception du bâtiment dès sa réflexion. Et puis, l'intérêt en fait de cet exemple, c'était de vous expliquer que ce projet, c'est un projet qui a été porté enfin, qui a été labellisé Philogie et qui a bénéficié de subventions par rapport à un certain nombre de critères que l'école devait respecter. Et dans ces critères, donc, il y avait le photovoltaïque et l'école devait poser 9 kilos pour répondre au label Ephilogie. Donc, le fait d'aller chercher un tiers investisseur sur la partie photovoltaïque a permis non seulement au syndicat scolaire de garder le budget qui était prévu sur le photovoltaïque pour autre chose, mais a également permis de poser la totalité de la toiture, soit 25 kW crête. Voilà, donc ça a permis de déployer une plus forte production et le budget qui était à l'origine prévu dans cette centrale photovoltaïque par le syndicat scolaire a été investi dans une chaufferie bois plaquette. Donc voilà, c'est pour vous montrer comment le fait de coopérer et de travailler avec la collectivité peut être gagnant-gagnant pour tous les deux, pour la collectivité qui non seulement va pouvoir équiper ses bâtiments, qui va pouvoir équiper ses bâtiments sans investir, qui va pouvoir équiper une école, faire de l'éducation, et puis par là même aussi communiquer sur le travail avec les habitants, sur un bâtiment de la collectivité. Voilà, donc pour nous, les exemples sur les écoles, c'est vraiment des très beaux exemples. Et puis, je vous avais mis un petit peu en miroir le collège de Béthoncourt, parce que le collège de Béthoncourt, il est mis en service depuis le 9 octobre, donc voilà, ça fait même pas 10 jours, ça fait une semaine. C'est un peu pour vous montrer l'évolution qu'a connue la fruitière. Bon, le collège de Béthoncourt, c'est pour nous, c'est notre plus gros projet, hein. Ça a été un risque d'investir là-dedans par rapport aux capitaux qu'il fallait sortir à ce moment-là, etc. Mais on est vraiment content d'avoir fait ce projet-là avec le département. C'est aussi une très belle vitrine, une très belle image pour l'énergie citoyenne. C'est un collège en plus qui a des murs, qui a une isolation en paille, qui a des briques en terre crue, sachant que les briques, elles ont été fabriquées à partir de la terre qui a été décaissée sur le terrain avant la construction du bâtiment. Il y a une petite éolienne sur le site, il y a des serres, il y a un poulailler, il y a des vélos pour produire de l'énergie en pédalant par les élèves. Enfin, c'est vraiment un très très beau projet que le projet de Béthoncourt sur lequel on est très fiers d'avoir pu participer. Voilà, et là je vous laissais juste mes coordonnées, et puis maintenant je vais vous laisser poser des questions si vous en avez. Merci à toutes les deux. Ça a pas mal réagi dans le chat. Peut-être avant de rentrer dans les questions, même si on a l'impression que tout le monde se connaît ou s'est déjà croisé. Est-ce que Célia, tu peux arrêter le partage? Comme ça, on se voit tous. Voilà. On voudrait faire un petit tour comme ça d'écran pour voir lever la main ceux qui sont dans les territoires, qui travaillent avec les territoires. Voilà, super. Et puis, vous pouvez baisser les mains et celles ou ceux qui sont potes, levez les mains aussi. Voilà, il y en a qui sont les deux, c'est très bien. Parfait. Alors, dans le chat, il y a eu pas mal d'échanges et puis de propositions pour que RC Sol et Rhin Coop Énergie
soient aussi des acteurs de la boussole. Et une question plus particulièrement sur les moyens de financement. Est-ce que Énergie Partagée ou la Fruitière propose d'autres moyens de financement que la prise de parts sociales ou pense à d'autres financements, comme à des comptes d'associés, comptes courants d'associés par exemple? Je ne sais pas si c'est clair pour tout le Ouais. monde ou si Franck veut préciser. Sinon, je peux apporter un élément de réponse de mon côté. Ouais, ce serait bien, je pense. Effectivement, c'est quelque chose qui se fait dans pas mal de projets. En tout cas, dans les gros projets, c'est ce qui est habituel pour les développeurs privés. Après, Énergie Partagée Investissement, je ne sais pas s'ils proposent ça directement à leurs actionnaires. Je ne sais pas, je ne pense pas, ça serait à vérifier. Et il y a un peu un point d'attention sur les comptes courants d'associés qui est que pour les collectivités, c'est vraiment très encadré, il y a une limite de temps et peut-être de montant aussi, il me semble. Enfin, ça peut être 2 fois 7 ans, enfin, c'est un petit peu compliqué. Donc parfois, quand il y a des collectivités dans une société de projet, d'un gros projet, on encourage plutôt à ce que tout le monde prenne des parts sociales dans la société de projet si c'est possible. Je ne sais pas Alors, du coup ce que fait la fruitière. Oui, du côté de la fruitière à énergie, on y a déjà réfléchi, mais comme je l'ai dit pendant la présentation, nous, on aime à dire que les gens rentrent à la gouvernance de l'entreprise. Donc voilà, pour l'instant, le fonctionnement, il reste sur une entrée au capital par la prise de parts sociales. Et Après, il y a la possibilité aussi, mais qui est autre chose, dont j'ai pas parlé, c'est de rentrer par le biais de clubs d'investissement pour les personnes qui n'ont pas les moyens de prendre une part sociale. Voilà, 10 personnes peuvent se réunir pour avoir le montant d'une part sociale, et c'est le club qui rentre au capital, et le club, à ce moment-là, représente une personne. alors, je veux bien éventuellement Bernard Lachambre, hein, donc, mais j'ai pas, j'ai pas la vidéo. Oui, c'est juste pour dire que enfin, je fais partie du conseil d'administration d'Énergie Partagée Association. Donc, par rapport à Énergie Partagée, il n'y a pas de CCA. Mais c'est vrai que l'intérêt d'avoir des CCA, c'est souvent que quand on a un projet, nous, au niveau d'Air-Sisol, c'est le fonctionnement qu'on a, c'est d'avoir les deux aspects. Les gens sont actionnaires, prennent des parts, et puis d'autre part un CCA qui permet d'avoir une rétribution de l'acteur dès le début, parce que souvent les projets citoyens, surtout l'énergie, les premières années, on ne voit rien apparaître, il n'y a pas de bénéfice souvent, donc en fait, ça permet d'avoir un financement qui soit un peu différent et de jongler avec les deux, je trouve ça intéressant. Oui, c'est une sorte de prêt, mais qui fait partie des fonds quasi propres du projet. Et ça doit être fait obligatoirement par des personnes qui ont des parts, qui sont actionnaires. Voilà, c'est des comptes courants d'associés, donc on doit être déjà associé. Merci. Comment... Pardon. Non, je voulais juste réexpliquer peut-être la différence entre la société de projet et la coopérative, parce que du coup, Célia disait, nous, nos actionnaires, ils participent vraiment à la gouvernance. Une société de projet, souvent, elle réunit plusieurs partenaires, par exemple une CM, une ou plusieurs collectivités, Énergie Partagée Investissement, une coopérative du territoire, un développeur privé. Et donc, dans ces cas-là, comme ce sont des gros projets, les citoyens ils vont être intermédiés par leur collectivité et leur coopérative locale, où là, ils participent à la gouvernance de manière un petit peu plus active. C'était juste pour clarifier ce point. Merci. On n'est pas très nombreux, donc je pense que si vous avez des questions, vous pouvez voilà, lever la main et puis les poser directement de vive voix. Pierrick? Vous êtes là? Eh bien, Bernard, alors on vous écoute. Oui, donc moi je voulais intervenir justement sur compléter un petit peu justement sur l'intérêt donc qu'a donné Célia. Je pense que le fait de participer à une assemblée générale, d'être vraiment un acteur, ça permet aussi de faire de l'éducation à l'énergie, je pense.
c'est l'éducation à l'énergie pour les gens. Et puis, d'autre part, je pense que l'éducation à l'énergie, c'est aussi par rapport à toutes les actions qu'on peut être amené, une visite, une journée porte ouverte, une inauguration, des choses comme ça, où en fait on se rend compte que les gens ils viennent voir le projet lui-même, mais après ça commence vite à dériver et dans le bon sens sur, mais on dit ça correspond à la production, à la consommation de 10, 20, 100 ou 1000 personnes, et combien c'est la consommation, et puis comment je fais pour faire des économies d'énergie, etc. Que ce soit des sociétaires ou que ce soit d'autres personnes qui viennent parce qu'ils sont intéressés pour découvrir un projet. Et je trouve que cet aspect-là, c'est quelque chose qui est vraiment important. Oui, le lien et les discussions que ça peut générer autour des projets, comme ce dont je parlais tout à l'heure, les temps conviviaux aussi, les pique-niques qu'on fait, où ben, les gens, pendant les temps un peu de rencontres, bah, ça leur permet de se renseigner sur effectivement la sobriété, la production, et puis les fonctionnements de ce type d'outils. Oui, oui, je suis d'accord, c'est très important. Alors, il y a une question dans le chat de Pierrick. Quel est le coût du comptable pour la fruitière si elle fait appel à cette compétence? Alors la comptabilité, elle est faite de façon bénévole chez nous par un membre du comité de gestion. On a un commissaire aux comptes, donc je pourrais pas. Après, je pourrais, voilà, si ça vous intéresse de façon plus précise, j'ai pas les montants là, mais voilà, je sais qu'on finance un commissaire aux comptes et on finance une prestation externe au niveau RH. Mais la compta, elle est faite, elle a toujours été faite de manière bénévole et c'est, on va dire, c'est le premier passage de relais au niveau du comité de gestion et des compétences qu'on a brillamment réussi parce qu'on sait que nos entreprises, avec des compétences qui sont portées de façon bénévole, c'est un vrai enjeu, le renouvellement du comité de gestion et du portage des compétences par des bénévoles. Et celui-là, il a été, voilà, ça a été un succès. David? Ouais, je rebondis sur une question que j'ai posée dans le chat, mais effectivement, j'étais curieux de savoir, de manière générale, en fait, on parlait potentiellement de différentes typologies de projets, type chaleur, etc., qui pourraient apparaître. Moi, il y avait un sujet débouché, mais j'imagine qu'il peut y avoir aussi des sujets réglementaires divers et variés qui peuvent amener à faire évoluer justement le référentiel du label. Et j'étais curieux de savoir effectivement un peu quels étaient les processus de révision de cette boussole de ce label. J'ai dit. Ok. Donc il faut savoir que le label, il est vraiment géré de façon collective au niveau du mouvement, des administrateurs, des porteurs de projets d'énergie partagée. Euh, pour l'instant, on est plus sur un travail d'essayer de compléter aussi les chartes par filière. Notre charte, elle est assez globale et l'idée, c'est d'essayer de venir justement s'adapter un peu aux spécificités de chaque projet. Et donc selon les filières, ça peut beaucoup varier, les enjeux sont pas forcément les mêmes. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, je disais qu'en ce moment, il y a un travail en cours sur l'élaboration d'une charte bois-énergie, parce que c'est vraiment une filière très spécifique. Et après, sur le processus de mise à jour, je peux me renseigner et vous redire ça par mail. J'avoue que je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais en tout cas, globalement, dans le mouvement, toutes ces choses-là, on les a bien en tête et on essaye effectivement de suivre les évolutions pour pouvoir s'adapter. Et parfois, c'est prévu, par exemple, la charte sur la méthanisation. Je l'ai un peu regardée récemment et elle essaye de prévoir aussi des évolutions positives dans le monde de l'agriculture, donc faire en sorte que la charte et les projets de méthanisation, ils n'entravent pas des évolutions potentielles des cultures qui sont concernées par les projets. On essaye en tout cas d'anticiper au maximum ce type d'enjeu. Je veux bien ajouter un tout petit peu parce que je fais partie de la commission de labellisation des projets à énergie Vas-y, partagée. Bernard. Oui, et donc, en fait, cette commission, quand il y a des projets, du moins, il y a des gens qui demandent à être labellisés. Il y a deux sortes de personnes qui demandent à être labellisées. C'est des gens qui veulent montrer qu'ils répondent à un certain nombre de choses. Et puis, il y a une deuxième raison de labellisation, c'est d'avoir une participation au niveau de l'investissement par énergie partagée investissement. Et donc, au niveau de la labellisation,
on est en train d'évoluer au niveau de la labellisation de façon à mieux s'adapter à l'évolution des demandes des gens, etc. C'est-à-dire qu'avant, on avait une labellisation, elle était acquise une fois pour toutes. Alors que maintenant, on envisage de pouvoir retirer une labellisation s'il y a des gens s'il y a le côté citoyen qui disparaît de plus en plus, etc. Et puis, on donne aussi des labellisations sous condition. En général, une labellisation, c'est souvent avant que le projet soit complètement fini. Donc, on va dire, on labellise à condition qu'il y ait tel et tel élément qui soit pris en compte. Et puis, on donne même une labellisation pour un projet qui est fini, mais on le donne pour un certain temps. Et on envisage maintenant de plus en plus de reprendre des projets et de dire, ceux-là, on ne les avait pas labellisés, mais finalement, ils vont dans le bon sens, donc on les labellise. Ou au contraire, proposer des actions aux projets qui sont labellisés de façon à garder leur labellisation, parce que il y a, disons, la gouvernance qui est plus trop favorable, ou bien l'aspect environnemental, par exemple. Et puis, il y a donc des chartes de labellisation qui sont révisées régulièrement, enfin, qui sont écrites d'abord parce que, comme tu disais, au niveau de chauffage bois, donc c'est quelque chose qui évolue, disons, en fonction des techniques qui sont mises en place. D'autres questions, réactions? Je peux témoigner pour. Donc moi, je suis administrateur de la Société des centrales villageoises Soleil Sud Bourgogne. Donc nous, on se limite à un territoire, bon, déjà assez grand, d'une centaine de communes sur 3 EPCI. L'avantage, donc on s'est fondé en début 2018, on a 72 kW en exercice, en exploitation, et on va rajouter 108 kW dans un mois, j'espère. On croise les doigts. On est plus d'une centaine d'actionnaires, près de 170 000 € de capital et 110 000 € d'apport en compte courant d'associés qu'on vient de renouveler pour 5 ans. Donc on est une société, donc une SAS, mais à gouvernance coopérative, quoi. Donc dans le réseau des centrales villageoises, on a également des SIC SAS. Ça représente 72 sociétés, plus de 7000 actionnaires, 12 mégawatts installés en exploitation. C'est un réseau qui a bien, qui a débuté début des années 2010, donc il a pas mal d'expérience. Et donc l'avantage qu'on a eu au début quand on s'est penché sur la question, savoir est-ce qu'on monte un CIERC qui n'aura qu'une durée d'activité de 5 ans, et ensuite il va falloir donc on pouvait rentrer chez Jurassic par exemple, mais c'était pas à très long terme, donc on a préféré monter notre société comme ça. Et l'avantage d'être dans le réseau des centrales villageoises, c'était qu'on bénéficie de tout le savoir-faire, de toute l'ingénierie qui est mise à disposition des sociétés. Voilà, donc au niveau d'Enercop, puisque je suis aussi sociétaire d'Enercop, il y a un financement, un moyen de financement qui est utilisé, c'est le titre participatif. Mais là, c'est peut-être limité à des sociétés plus importantes que nos sociétés locales, quoi. Enfin, je sais pas si David il peut réagir. Oui, je peux rebondir là-dessus. Et puis c'est sûr que ça fait écho effectivement à des questions qu'il y a eu sur les CCA ou autres. Effectivement, ce qui se fait en tout cas pour les projets, là je parle au sens des projets, donc à venir les sociétés de projets, on est effectivement sur du capital et CCA.
Et effectivement, il est imaginé pour Enercop, Bourgogne-Franche-Comté, donc la SIC à proprement dit, la structure, qui ne finance pas que, je dirais, des projets, mais qui finance plus largement cet outil d'acteurs de l'écosystème de la transition énergétique. Là, des titres participatifs sont très probablement envisagés dans le cadre d'une levée de fonds pour la création en début 2025. Mais je signale bien qu'effectivement, c'est des titres participatifs qui sont spécifiques à la structure et pas au projet de développement ENR, qui sont bien deux éléments distincts. Donc, effectivement, ça finance d'une certaine manière, par intermédiation, ces projets-là, mais ça ne financerait pas que ça finance plus largement la mission ESS d'Enercop. Il nous reste encore un petit peu de temps si vous avez des questions ou des précisions à demander à Chloé ou Célia. Bernard? Votre micro est coupé. Oui. Oui, je voulais dire que, disons, il y a ce que disait David là tout de suite, ou Michel, je pense que l'intérêt d'un principe d'avoir une coopérative, c'est aussi la mutualisation, c'est-à-dire que, en fait, on se rend compte qu'il y a une mutualisation, et donc Célia l'a bien dit, parce qu'il y a des compétences très diverses, donc en fait on mutualise des compétences. Et puis, il y a une mutualisation aussi du risque, parce que quand on fait un projet, il y a des projets qui rencontrent des difficultés à un moment donné, etc. Et en fait, si on avait des structures qui étaient vraiment trop petites sur un seul projet, si le projet capote, ça va faire le buzz quelque part. Et puis, c'est non seulement ce projet-là, mais c'est aussi d'autres projets, d'autres coopératives qui pourraient se trouver en difficulté en disant vous voyez bien, de toute façon, il y a trop de risques, machin, etc. Voilà, quoi. Donc, en fait, je pense que c'est intéressant de mutualiser des risques, de mutualiser des compétences aussi, et ça, au niveau de la mutualisation de compétences, c'est vraiment intéressant. Puis, d'avoir justement, mais c'est, je dirais, le rôle au niveau de Chloé, par exemple, entre autres, de faire qu'il puisse y avoir un lien entre ces différentes structures de façon à s'épauler si à un moment donné on a une difficulté ou si on ne sait pas, etc. Voilà. Ou participer à plusieurs structures sur un même projet. Donc, voilà. J'ai oublié un moyen de financement dont on a bénéficié, c'était une subvention d'exploitation. Donc on a une communauté de communes qui nous a alloué 10 000 € de subvention d'exploitation, bon, qui est amorti sur 20 ans, mais ça représente de la trésorerie intéressante. Bon, voilà. Merci à tous. On enverra le replay l'enregistrement de ce café pote ainsi que toutes les ressources qui ont été échangées dans le chat, les liens vers les sites, les ressources. Et puis, concernant le réseau des potes, le prochain café pote aura lieu le 7 novembre sur la co-construction avec les potes qui le souhaitent du programme d'action 2025. Et puis, effectivement, suivre l'actu, c'est l'énergie citoyenne en BFC. Et puis, oui, pour rebondir sur ce que disait David, la région et l'ADEME organisent le 10 décembre prochain la seconde édition, la journée régionale des énergies renouvelables. Et à cette occasion, donc, il y aura une série d'ateliers et un atelier sera consacré donc, au projet citoyen d'énergie renouvelable en compagnie donc de Chloé et de Célia, mais également de Jean-Yves Roy, qui est maire de Saint-Aubin et qui partagera aussi son retour d'expérience en matière d'énergie citoyenne. Voilà, donc cette journée s'adresse aux collectivités, mais en tant qu'acteur de l'écosystème des énergies citoyennes en BFC, vous êtes également les bienvenus. Merci à tous, merci beaucoup à Célia et à Chloé pour vos interventions et à ces échanges très riches. À très bientôt. Au revoir. À bientôt, au revoir. Merci, Au revoir à tous. Au revoir.
Au Au revoir, merci.